Donc, bonjour Monsieur Heger, merci de nous recevoir aujourd'hui à Aimé Gérald dans votre bureau. Bonjour sur Politique et bienvenue, c'est parti. Donc pour commencer, parlez-nous un peu de votre jeunesse. Quel était votre rapport à l'école? Est-ce que vous étiez sportif? Quelles étaient vos passions? Alors écoutez, moi j'ai une jeunesse finalement assez aimée parce que des parents qui sont très très bien occupés de nous, mais ma sœur aînée était handicapée et elle a été soignée pour son handicap à Perpignan, d'où la raison pour laquelle j'ai une relation tout à fait particulière avec Perpignan. Sinon je suis né à Chambéry, j'ai 60 ans et j'ai fait mes études primaires et secondaires à Narbonne, parce que mon père avait été muté comme médecin à Narbonne, à l'hôpital de Narbonne. Puis derrière, j'ai fait l'école de commerce de Toulouse, Subdeco Toulouse, Toulouse Business School. Business School, et puis la fac de droit. Voilà, j'étais pas un garçon absolument passionné par les études. J'avais par contre compris assez tôt que pour s'en sortir, il fallait quand même faire le minimum de travail. Et j'avais compris une deuxième chose que j'ai surtout appris en prépa Subdeco, en prépa HEC, c'est qu'en fin de compte, c'est pas vraiment l'intelligence qui fait la différence, c'est bien le travail et la constance qui fait la différence. Et moi, vous savez, quand j'étais en prépa, le premier trimestre à Toulouse, j'étais complètement perdu en venant de Narbonne, c'était la fin du monde pour moi. Et je me disais, tu vas jamais t'en sortir. Et en fait, je m'en suis sorti parce que je travaillais plus que les autres. Et à l'arrivée des opérations, je m'aperçois que les plus brillants de la classe ne sont pas spécialement ceux qui ont le mieux réussi ou fait les meilleures études. Et d'ailleurs, moi, j'ai intégré Subdeco Toulouse comme bisu, c'est-à-dire sans redoubler ma prépa, ce qui à l'époque était quand même déjà assez rare. Donc voilà. Sinon, ensuite, je dois vous avouer que j'étais pas un super passionné par les études. Moi, ce que je voulais, c'était travailler vite. J'ai toujours eu la, la passion de l'entreprise et je m'étais toujours dit que je créerais mes boîtes. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais, et c'est ce qui m'a permis d'être là où j'en suis maintenant. J'ai toujours créé mes boîtes. Alors, on voit que vous avez réussi professionnellement. Vous êtes aujourd'hui président de l'USAP, mais vous avez également été à la tête de plusieurs entreprises. Parlez-nous-en un peu, qu'on sache quelles ont été ces entreprises, tout Alors, ça. si vous voulez, c'est intéressant parce que moi, ça s'est fait un peu par hasard de mon temps. Quand on sortait de Subdeco, on n'avait même pas cherché de travail. C'est-à-dire qu'on allait dans le bureau des études et il y avait un tableau où étaient affichées les offres d'emploi. Donc c'est nous qui choisissions les offres d'emploi. Et je vais être franc avec vous, ma femme à l'époque était enceinte en troisième année de Subdeco. Et mon père m'avait dit, écoute, tu te démerdes pour travailler donc maintenant. Et j'ai pris, moi, un job parce que c'était le mieux rémunéré. Voilà, je ne me suis pas embêté, j'ai pris le mieux rémunéré. Et tous mes copains m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans une boîte de parking? Moi, alors c'est vrai que je suis rentré dans une boîte de parking qui est une toute petite PME, dont j'ai fait en 25 ans le numéro 2 français des parkings, numéro 4 en Europe, derrière Vinci. Euh, Parce que je crois qu'il y avait en moi, il y a le gène de la passion. Et donc, je me passionnais pour ce que je faisais. C'est vrai que de creuser un trou pour y garer des voitures, c'est pas a priori ce qu'il y a de plus sexy. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de reformater les villes, de changer les quartiers, de faire en sorte qu'il y ait une bonne adéquation entre la banlieue et le centre-ville. Voilà, c'était ça qui me plaisait. Et donc, je suis rentré dans cette société et j'en ai fait un très très bel ensemble qui comptait des centaines de personnes, voilà, qui étaient à Paris. Puis dans le cadre de ma recherche d'actionnaires, j'ai eu Eiffage comme actionnaire, ce qui m'a permis d'être président du Viaduc de Millau. Alors, président du Viaduc de Millau, c'était une magnifique aventure parce que j'étais pas polytechnicien. J'étais même le seul non polytechnicien dans les dirigeants d'Eiffage, puisque j'avais fait une école de commerce. Et ça a été encore un moment de ma vie inouï, parce que ce viaduc de Millau, pour vous, vous êtes encore assez jeune, mais il faut se souvenir, il y a 20 ans, on ne parlait que de ça. C'était vraiment la réussite absolue de l'Aveyron, une réussite de développement du territoire, une réussite économique, une réussite bien sûr en termes d'autoroute. Et donc d'être à la tête de ce qui était quand même l'édifice le plus exemplaire en France dans les années 2005, il y a 20 ans, c'était très très bien. Donc ça m'a beaucoup plu. Donc, mais vous savez, je crois que c'est Voltaire qui disait que la réussite c'était
le résultat du travail, du talent et de la chance. Je crois que, comme je vous le disais tout à l'heure, que le talent, c'est à chacun d'en juger. Le travail, c'est indispensable. Puis il faut un petit coup de baraka quand même. Parce que la vie fait que si de temps en temps tu n'as pas le petit coup de la chance, et attention pour vous, les amis, les plats ne repassent jamais deux fois. Donc quand un plat passe devant, il faut le prendre. Pourquoi je suis un peu déçu que l'USAP ne soit pas dans les 6 premiers? Parce qu'une place de barragiste, ça nous permettait d'être en quart et on ne sait jamais jusqu'où on peut aller. Voilà, donc il faut toujours, quand il y a une opportunité, et je crois que c'est encore plus valable pour votre génération, peut-être que la mienne encore, quand il y a une opportunité, il faut la prendre et il faut la tenter. Et donc là, forcément, vous parlez un petit peu de l'USAP. Et qu'est-ce qui vous a motivé justement à vous impliquer dans le rugby, à prendre après la présidence de l'USAP? C'est comment que ça a commencé tout ça? Alors, une histoire de dingue, entre guillemets. Quand j'étais président du Viaduc de Millau, à l'époque j'habitais Paris, et je voulais me rapprocher, mes parents avaient pris leur retraite à Narbonne, je voulais me rapprocher de ma famille. Et donc j'avais dit à ma femme à l'époque, écoute, je voudrais acheter quelque chose dans le sud. Et donc la vie fait que pour être proche de mes parents, on a acheté à Narbonne une première maison, puis la deuxième maison que j'occupe actuellement. Puis une fois arrivé ici, bon, je m'ennuyais un petit peu, parce que moi j'ai toujours besoin d'avoir pas mal de projets. Et puis il s'est trouvé que des amis m'ont dit que l'USAP avait besoin de quelqu'un pour s'en occuper et la recapitaliser. Et donc j'ai dit, j'y vais. Moyennant quoi, je raconte souvent en riant que j'ai fait peut-être au moins 2 erreurs. La première, c'est que de penser que ça n'allait pas me coûter beaucoup de sous. Ça m'a coûté beaucoup de sous, l'USAP. Bon, la chance fait que j'ai des sociétés qui marchent très bien, mais ça m'a coûté beaucoup de sous. Et puis deuxièmement, je pensais m'en occuper un peu en dilettante, comme on va au golf, ou on va à la mer le week-end, quoi. Et en fait, non, c'est pas vrai. Quand on est à la tête de l'USAP ici, c'est comme être à la tête de l'OM à Marseille. Ici, l'USAP, c'est une entité qui dépasse de très loin le seul caractère sportif. Oui, complètement. Voilà. Par contre, quand j'ai eu mon terrible accident il y a 7 ans, je suis resté longtemps dans le coma, j'avais hésité à garder ou non l'USAP. Et la psychiatre remarquable qui me suivait à l'époque m'avait dit, Monsieur Rivière, gardez l'USAP. Et ça sera à vous ça sera un moyen pour vous de vous rendre utile. Parce que il faut que vous sachiez que on a un vrai problème en France avec les sous. Et les chefs d'entreprise, de manière générale, on a toujours un peu honte de nous-mêmes si on a réussi. Parce que c'est pas toujours bien vu de réussir, voire de gagner de l'argent. Et ça reste un tabou un petit peu. Yes. Et du coup, on fait tous les mêmes erreurs. C'est que quand on a, du coup, un petit peu d'argent, on veut tous être aimés pour le prix. Et raison pour laquelle vous avez beaucoup de chefs d'entreprise qui se consacrent à des sujets sportifs. Moi, je dois à la vérité de vous dire que, bien sûr, j'ai joué au rugby quand j'étais gamin, que je connaissais le rugby, mais je dois à la vérité de dire que ce qui m'intéresse le plus dans l'USAP, au-delà du ballon ovale, c'est 15 000 personnes qui se réunissent un dimanche sur 2. C'est la formation des jeunes, c'est le 4e centre de formation du rugby français. Et c'est le fait, comme je dis toujours, que les jeunes, les enfants, d'abord c'est des règles d'éducation, de comportement, raison pour laquelle quand il y a des petits sujets de supporters, je suis, vous le voyez depuis quelques jours, très sensibilisé à ces points, très sensibilisé. Mais en plus, c'est vraiment un phare. Et nous, à Perpignan, je crois qu'on a un pays qui est juste béni des dieux, comme je dis souvent, qui parfois, je le crains, a été un peu oublié par les hommes. Et on a besoin, et vous aurez besoin, votre génération, de vous battre pour ce territoire. Il le mérite. En tant que président du SAP, quels ont été les principaux défis auxquels vous avez été confrontés? Pour moi, il y en a un que je vais vous dire tout de suite, c'est le fait d'accepter de ne pas être le patron du sportif. Vous savez, quand on a ces boîtes, quand on a dans mes boîtes à Paris, ici, dans mes sociétés, je suis le patron, donc je décide. À l'USAP, il faut avoir l'humilité d'être le patron, mais de ne pas décider. Et de confier le pouvoir aux entraîneurs. Et moi, alors, il y a quelques présidents en France qui sont tout le temps sur le bord du terrain, qui font le recrutement. Moi, de temps en temps, j'ai des collègues présidents qui font eux-mêmes le recrutement. Moi, je suis atterré. Le premier
des engagements quand on est président de l'USAP, c'est déjà de confier le pouvoir à ceux qui en ont la compétence. Alors moi, de temps en temps, on m'appelle Paris Match ou Gala, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les joueurs sympas, qui plaisent à ma femme, à mes filles. Et mes entraîneurs sont atterrés. Ils me disent, mais attends François, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut qu'il ait telle qualité de jeu, telle qualité de combativité, d'opiniâtreté. Et moi, je n'ai pas cette compétence-là. Donc, ce qui est le plus dur dans la fonction, c'est comme je vous le dis, je suis l'actionnaire à 98 ou 99% de l'USAP. Et compte tenu des sous que j'y ai mis, j'aimerais de temps en temps pouvoir imposer mes vues. C'est grâce à votre investissement de 1 million d'euros. Ah, un peu plus même. J'ai mis, en 10 ans, j'ai mis un peu plus de 20 millions à l'USAP. Et je mets en moyenne 1,5 million par an, chaque année. Sinon, je ça, pense, c'était au lancement, vous avez... très lancé objectivement, 1 qu'il n'y million. aurait plus de club, quoi. Oui. Il y a plusieurs problèmes sur l'argent. D'abord, il faut bien comprendre que le sport, comme la culture, sont des activités qui ne sont pas bénéficiaires. Voilà. Après tout, en France, on accepte de payer pour un film de cinéma, pour une pièce de théâtre, pour subventionner, pour aider les acteurs et les artistes. Ben, le sport, c'est ça. N'oubliez jamais que l'USAP, cette année, va avoir un budget de l'ordre de 23 millions d'euros. Sur les 23 millions d'euros, les recettes billetterie et abonnés vont représenter 2,5 millions, 3 millions. Donc ça représente 15% du chiffre d'affaires du club. Donc le reste du chiffre d'affaires du club, il est apporté par les collectivités locales, c'est-à-dire par l'impôt, donc il faut le savoir, que sans les collectivités locales, il n'y a pas de club. Il est apporté par Canal+, qui est le sponsor principal pour les droits télé de la Ligue nationale de rugby. Et puis enfin, il est apporté par les entreprises. Et ça veut dire aussi, comme je dis souvent, que si demain matin, on n'a pas d'entreprise partenaire, il n'y a plus de club. Il n'y a plus de club. Donc c'est une alchimie qui est assez compliquée, en fait, parce qu'il faut à la fois faire plaisir aux supporters, parce que ce sont eux qui font vivre, vous le voyez tous les dimanches, ce sont eux qui font vivre le club, qui font l'ambiance, et en même temps, être conscient du fait que ce ne sont pas eux qui rapportent l'essentiel du chiffre d'affaires du club. Et puis enfin, il faut quand même être conscient vis-à-vis des collectivités territoriales, c'est-à-dire la région, le département et la ville, que chaque fois que je leur demande des sous pour financer les aménagements des Mégirales, pour financer des aménagements dans les tribunes, quelque part, ces sous, ils viennent aussi de l'impôt des Français. Et de l'impôt, ici, des habitants des Pyrénées-Orientales. Donc, il faut être très, très vigilant par rapport à ces thèmes-là pour toujours raison garder, ne pas être dans l'invective, dans l'anathème, ce qui n'est pas du tout en plus mon tempérament, donc ça tombe bien, et d'être très respectueux. Voilà. Mais en réponse à la question, je vous parlais tout à l'heure du viaduc de Millau. Le viaduc de Millau, ça a été une expérience de vie invraisemblable. J'ai reçu les plus grands du monde sont venus voir le viaduc de Millau. Donc, Vous avez des exemples? ah ben oui, j'ai reçu le Premier ministre chinois, j'ai reçu les princes d'Angleterre, c'est un truc de dingue ce qui s'est passé au viaduc de Millau. Mais l'USAP, c'est encore autre chose, parce qu'à l'USAP, il y a une ferveur populaire que moi je trouve vraiment... alors on se moque parfois de moi en disant que je suis religieux, mais... Vous savez, mon père, je vous l'ai dit tout à l'heure, était médecin. Et en fait, moi, je ne voulais pas faire une école de commerce. Je voulais être médecin comme mon père. Et je voulais être médecin parce que mon truc, c'était de m'occuper des gens. Et mon père m'a tellement cassé les pieds que j'ai fini par faire une école de commerce. Parce qu'à l'époque, on écoutait ses parents. Ce n'était pas comme votre génération. Vous faites ce que vous voulez, vous décidez de faire vos études, basta, et les parents suivent. De mon temps, ce n'était pas le cas. De mon temps, on écoutait encore les parents. Et mon père m'avait dit, François, il y a trop de médecins. On parle d'il y a 50 ans quand même. Il y a trop de médecins quand on voit maintenant la situation de la médecine en France. Il y a trop de médecins, tu n'y arriveras pas, tu vas crever de faim, donc fais une école de commerce. Mais moi, j'ai toujours eu une volonté d'être avec du monde et de travailler. Et à l'USAP, ça c'est extraordinaire. Parce que quand vous mettez un sourire à 15 000 personnes qui sont là, c'est des expériences de vie qui sont incroyables. Puis c'est une expérience de territoire, parce que l'USAP, ça rayonne non seulement sur Perpignan, mais sur le département et aussi en France. Moi, je rigole souvent quand je prends le taxi à Paris.
Quand je parle avec ma femme de Perpignan, le chauffeur de taxi, bon, quand je parle de l'USAP, mais 3 fois sur 4, le chauffeur de taxi se retourne et me dit « Ah bon, l'USAP ?» C'est-à-dire que l'USAP, quoi. Il y a un effet impulse qui se coule de l'USAP qui est vraiment très satisfaisant. L'USAP, c'est donc votre petit plaisir. Yes. Quels sont vos objectifs donc à court et à long terme? Quelles sont vos stratégies et les ambitions que vous souhaitez pour le club? Alors, c'est très moche, vous qui êtes assez jeune, de me parler d'objectifs à long terme. Parce que la vie est ainsi faite, je vous l'ai dit que j'ai 60 ans. Donc, vous avez des objectifs à long terme. Alors, zut, parle-moi des objectifs à court terme. Allez, ça, c'est le premier Les point. objectifs à Prends court ça. terme. Deuxième point, vous voulez que je vous dise une chose? Moi, j'avais dit à ma femme qu'à 60 ans, je commencerai de freiner. Bon, j'ai 60 ans, je lui dis, écoute, je vais continuer plein pot jusqu'à 65. Puis à 65 ans, je dirais d'aller plein pot jusqu'à 70. Je pense que tout est lié à la passion. Quand vous aimez ce que vous faites, pourquoi arrêter? Ça n'a aucun sens. Vous avez envie de continuer. Donc moi, l'USAP, pour répondre concrètement à vos questions, moi j'ai 2 activités. J'ai une activité professionnelle dans mes activités d'investissement et de conseil. Bon, ben ça, j'ai des collaborateurs, des enfants, et je leur transmettrai petit à petit le business. L'USAP, c'est plus compliqué. L'USAP, parce que il faut vraiment aimer cette région. Moi, je pose souvent la question, on a maintenant 480 partenaires à l'USAP. Et la première question que je leur pose, c'est pas vous aimez le rugby, c'est est-ce que vous aimez la région, est-ce que vous aimez Perpignan? Parce que je pense que ça part de là, le schmilblick. Il faut être amoureux de notre territoire. Donc, dans les années qui viennent, il faut que j'arrive à trouver un collège d'actionnaires. Parce que moi, pour l'instant, j'ai à ce jour 97% du club, mais qui est assez lié en fait aux difficultés financières qui m'ont obligé à monter au créneau. De facto, je pense que le vrai bon équilibre, c'est celui d'un club comme le Barça à Barcelone, où en fait ce sont les socios qui sont actionnaires. Pour moi, le top, ça serait ça. Ça serait que ce soit les habitants qui aient chacun. Alors la difficulté quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'USAP, il faut remettre 1,5 million à 2 millions chaque année. Et qu'ici, il n'y a pas la richesse et le PIB qu'il y a à Barcelone. La difficulté, elle est là. Donc en fait, il faut quand même monter un noyau dur d'actionnaires qui soit capable d'assumer les contraintes sportives. Parce que si vous êtes sportif, vous êtes à l'équilibre. Si vous êtes champion, je veux dire, si vous n'êtes pas champion, vous perdez de l'argent. Et il faut le savoir. Et c'est inéluctable, c'est une forme de rocher de Sisyphe. Si vous lâchez le rocher, vous le prenez sur la gueule. Donc, il faut toujours être très vigilant par rapport à ça. Moi, à titre personnel, ma feuille de route, elle est simple. Elle est premièrement de mettre en place un nouveau centre de formation avec l'association. Parce que pour l'instant, l'association, la formation des jeunes est plutôt disséminée sur Perpignan. Et je voudrais une unité de lieu de formation pédagogique et bien sûr de formation sportive pour ceux qui font option rugby. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, nous, à Aimé Giral, il faut qu'on continue d'investir, non pas tant par le nombre de places, il fait à peu près 15 000 places pour une ville de 120 000 habitants, c'est très bien. Ce qui m'importe, c'est le réceptif entreprise. Pour l'instant, vous avez peut-être vu, si vous êtes venu à l'USAP, sinon je vous inviterai au prochain match, et vous verrez que les réceptifs sont tous pleins à Rabord. Et on a 1800 places de réceptifs. Une ville comme Bayonne ou comme Pau a 3000 places de réceptifs. Or, une place de réceptif se vend à peu près 3000 € par an, brut. Hein, c'est-à-dire l'abonnement de la personne, plus son accès à la restauration. À peu près 3000 €, sur lequel on fait une marge de 3/4. Donc ça veut dire que chaque fois que je vends un abonnement à 3000 € en réceptif, il y en a à peu près 2004-2005 pour le club. Donc ça veut dire que si j'ai 1000 places supplémentaires, je récupère 2,5 millions supplémentaires. Alors pour continuer de répondre à votre question, moi, un de mes objectifs, c'est la masse salariale. Nous avons actuellement, cette année, on aura 8,3 millions de masse salariale. Et sur un plan fédéral, on a droit d'aller jusqu'à 10,7 millions. Donc je peux en prendre hors internationaux. Donc je peux progresser encore pour 2,4 millions. 2,4 millions, c'est beaucoup d'argent, et en même temps, c'est pas le bout du monde. C'est pas le bout du monde. Donc on peut très bien y arriver si on arrive à... Mais il y a une autre chose qui est très importante pour vous, c'est de bien comprendre que c'est un peu la main et le gant de Keynes. C'est-à-dire que
la main ne peut pas grandir plus fort que le gant, ou le gant peut pas être 3 fois plus grand que la main. Et comme un ballon, il faut que tout ça se gonfle uniformément. Donc il faut de la patience, il faut du temps, de l'opiniâtreté. Et c'est pas toujours simple dans un territoire comme ici, parce qu'on est quand même un territoire qui est économiquement pas très riche. Donc à partir de là, c'est un petit peu plus dur. Donc globalement, en fait, pour gérer les finances du club, etc., c'est assez compliqué. Et le plus compliqué, c'est d'aller réussir à trouver des entreprises ou des... Ah ben c'est évident. D'accord. C'est évident. Alors, ça énerve mes entraîneurs quand je leur dis ça, mais je pense qu'eux, ils n'ont rien à faire. Aller chercher les joueurs et les faire jouer, tout va bien. Non, non, le plus dur, c'est effectivement le chiffre d'affaires. C'est de très loin. Le chiffre d'affaires, la mise aux normes en permanence du stade, parce qu'en plus les normes changent. Donc là, par exemple, maintenant, on est obligé de changer, vous l'avez vu, on est en train d'arracher la pelouse pour faire une pelouse hybride. Oh, il n'y en a qu'un pour 2 millions d'euros qui sont financés par les collectivités locales. Parce que le stade, ici, appartient à la ville de Perpignan. Il est loué chaque année. Donc, oui, il faut être concentré. Vous nous avez parlé un petit peu de tout ce qui est la politique de la ville et vous avez beaucoup œuvré en matière de politique de la ville. Et vous avez été président de la fondation Le Temps des Villes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait justement cette fondation? Alors, 2 choses. Premièrement, j'avais été frappé. Moi, vous savez, dans les parkings, j'intervenais dans 150 à 180 villes en Europe. Donc, j'avais un vrai panel de villes qui étaient mes clientes. Et j'avais été frappé de voir qu'il y avait parfois des expériences de villes qui étaient particulièrement réussies, qui étaient peu sues, peu partagées par les autres collègues maires. Et donc, le but de la fondation, c'était de faire savoir, de faire connaître. Je vais vous donner un exemple. Du temps de Jean-Paul Aluy, donc c'était il y a 15 ans, 20 ans, on a, vous savez, démoli le parking de la place de la République, qui était en superstructure, qui était en hauteur. On l'a démoli, on a fait un parking souterrain. Et bien typiquement, on a prouvé que c'était possible. Or, vous avez par exemple à Toulouse, vous avez encore des parkings qui sont en superstructure. Et moi souvent je dis, c'est bien de les démolir, parce que ça permet de retrouver un quartier. Enfin, vous ne vous souvenez pas, parce que vous étiez probablement trop jeune, mais la place de la République, quand il y avait le parking, mais c'était crade, quoi. Tandis que maintenant, c'est devenu une belle place où les gens ont plaisir. Donc le but de la fondation, c'était d'abord celui-là, c'était de montrer aux maires que c'est possible et qu'ils partagent leurs expériences. Et puis parfois, qu'ils trouvent une sorte de conseil et de formation par rapport à leur réalisation. D'accord. Et vous avez aussi d'ailleurs mis en place la 12e mesure du pacte des villes. En quoi cela consistait donc le pacte des villes? Alors, le pacte des villes, c'était un livre et une mission que j'avais remis à l'époque à la ministre de la Ville, qui avait pour but de sensibiliser le gouvernement sur des opérations simples qui pouvaient être développées dans les villes. Je trouve parfois que notre France est en fait très, très jacobine, avec un pouvoir qui est lié à Paris, très fort, où vous avez 500 000 personnes qui commandent, et qui parfois ne facilite pas toujours la mise en œuvre de solutions sur le terrain, sur les territoires. Et le but des 12 mesures du pacte des villes, c'était de favoriser l'émergence du territoire. Enfin, 3e point, sur les villes, il y a un vrai sujet qui se pose en ce moment sur l'habitat. Est-ce qu'on continue à les développer horizontalement, donc avec les banlieues, ou est-ce qu'on les développe verticalement, en faisant des immeubles plus hauts, de plus grande hauteur, mais qui permet de resserrer les cœurs de ville? Donc là, c'est un thème sur lequel je n'ai pas une réponse en ce qui me concerne, parce qu'elle dépend des villes. Ce qui est vrai, c'est qu'on a trouvé avec le temps que ces villes avec des banlieues interminables, ce sont des villes pour lesquelles on a du mal à définir l'unité urbaine. Parce que quand vous êtes au fin fond d'une banlieue, eh ben vous n'êtes pas toujours en cœur de ville. Donc, un des enjeux, si vous voulez, du pacte des villes, c'était ça. C'était de dire qu'il faut absolument qu'on vive tous ensemble et bien dans la ville. Et que chacun y trouve sa place. Et c'était donc les 12 mesures en question. Alors, parlons un peu politique. Qu'est-ce que vous pensez de la politique de Perpignan? Alors, vous savez, dans mes entreprises, parfois quand on me dit François, au président, qu'est-ce que tu penses de un tel? Si on me dit qu'est-ce que je pense de toi,
je vais avoir du mal à te répondre par oui ou par non. Il faut toujours donner des critères, parce que sinon, ça ne va pas. Ce que je pense d'une manière générale, c'est qu'il y a un critère qui est important pour lequel, à mon avis, la mairie de Perpignan et d'autres, d'ailleurs, collectivités sont mobilisées, qui est bien évidemment la sécurité et la propreté. Parce que les gens, nous tous, on a besoin de vivre dans un espace de vie qui soit agréable. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui m'apparaît moins important, quelles que soient les équipes en place, et qui est valable pour la ville de Perpignan, mais aussi pour le département et pour la région, c'est le développement économique. Parce qu'il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que par rapport à mon temps, on allait là où le travail nous appelait. C'est-à-dire que s'il fallait qu'on travaille à Montbéliard, on travaillait à Montbéliard. Vous, ça ne marche plus du tout comme ça. Vous décidez en général là où vous voulez vivre, avec votre famille, avec votre compagnon, votre compagne. Vous décidez d'un endroit où vous voulez vivre. Et l'entreprise doit suivre l'endroit où vous êtes. Donc vous voyez, le paradigme a changé de ce point de vue-là. C'est vous qui, entre guillemets, menez un petit peu la danse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici à Perpignan, il y a un vrai sujet de développement économique. Perpignan, les Pyrénées-Orientales restent un département très pauvre sur le PIB, dans le classement national. Il faut qu'on arrive ici à amener de la richesse. Moi, c'est ce qui me paraît le plus important. Bien évidemment, il y a la rénovation urbaine. Je sais que la municipalité est très sensible à ce point, notamment sur Saint-Mathieu, Saint-Jacques. Parce que oui, il faut réhabiliter les logements pour pas qu'on soit amené à vivre des drames comme on les a vécus sur Marseille, avec du temps du dernier mandat de M. Gaudin. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut, c'est le travail. Il faut que les gens en travaillent. Et en fin dernier point, il faut une formation. Raison pour laquelle j'ai participé à l'émergence de l'école 42, dont je suis le premier vice-président, tout simplement parce que je crois qu'il est important qu'il y ait de la formation pour que vous ayez ici la possibilité de rester à Perpignan. D'ailleurs, avec cette expérience en matière de politique de la ville, et même cette expérience d'entrepreneur, etc., est-ce que vous voyez maire de Perpignan? Alors, vous voulez que je vous dise, je n'irai pas dire que j'en ai rêvé le matin en me rasant, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était un sujet qui m'avait beaucoup intéressé. Beaucoup intéressé. Et c'est la raison pour laquelle, en 2009 d'ailleurs, je m'étais présenté, j'avais fait une petite liste avec des copains. Bon, on était un petit peu inconnus au bataillon, mais on a quand même fait quelques jolis pourcentages. Donc oui, c'était un sujet qui m'aurait passionné. Au demeurant, je pense que dans la vie, il faut faire des choix. On ne peut pas tout faire. Vous êtes déjà président de Voilà. Du temps de mes parents, quelqu'un pouvait avoir 10 fonctions différentes. Et tout le monde trouvait ça très bien. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, deuxièmement, il y a l'âge, j'ai quand même 60 ans. Troisièmement, j'étais quand même dans le coma il y a 7 ans après mon accident de manège. Donc il y a la santé, il y a les sujets de famille. Voilà. Donc, pour l'instant, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aider, de conseiller, de participer. Et quand je peux me permettre de donner un conseil pour le département, pour la région, pour la mairie de Perpignan, ça me plaît beaucoup, puisque vous sentez qu'effectivement, c'est mon métier depuis 30 ans, 40 ans, la ville et le développement urbain. Donc, mais finalement, je pense que ma place, elle est peut-être plus logique en étant là où je suis, c'est-à-dire président de l'USAP, à la tête de mes entreprises, et par contre de pouvoir participer au débat quand il le faut. Alors ensuite, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton nom, mais enfin, ça n'est pas le sujet du moment. Loin s'en faut. Il y a des gens très capables qui font le taf, et je peux vous dire une chose, c'est que qui est vraiment valable pour votre génération, c'est qu'il faut encourager les gens qui s'engagent en politique. Parce que mais c'est pareil dans le sport. Hein. Dans le sport, le président de la Ligue, moi je suis à la Ligue nationale de rugby, je suis au conseil d'administration de la Coupe du Monde de rugby. Mais tout ça, c'est des fonctions bénévoles. Mais la difficulté du statut de bénévole, c'est qu'un jour, on n'en aura plus de bénévoles. Hein. Parce que les gars, ils disent, mais oh, on fait le taf gratuitement. En plus, 9 fois sur 10, on se fait pourrir la tronche quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est un vrai thème général pour le pays français, auquel, à mon avis, il faudra réfléchir, qui était d'ailleurs un des thèmes de la Fondation, qui est comment arriver à apporter du retour aux gens qui s'engagent. Par exemple, vous savez qu'il va y avoir des élections pour la Fédération française de rugby, là, au mois de novembre. Ben, moi, j'ai dit au président actuel, je lui ai dit, tu sais, le thème du bénévolat me paraît très important.
Parce que sinon, on n'aura plus de bénévoles pour s'occuper des jeunes. Et si on n'a plus de bénévoles, eh bien, il n'y a plus de rugby, il n'y a plus de sport. Parce que les jeunes, il faut les encadrer. Donc, on est un peu à la croisée des chemins en ce moment sur tout ça. Alors, vous avez reçu une amende, le club, il y a peu de temps, et on a vu que certains supporters allaient s'associer pour vous aider à la payer. Pourquoi avoir reçu une amende et qu'est-ce que vous pensez de cette aide des supporters? On a reçu. Alors, le club n'est pas responsable des emportements de ses supporters. Par contre, il est responsable de la sécurité des arbitres sur le terrain. Ça veut dire qu'on a été condamné, entre autres, parce qu'il y a un supporter contre qui on a d'ailleurs déposé plainte, qui a jeté un gobelet de bière vide, qui heureusement n'est pas tombé sur l'arbitre, qui est tombé à côté de lui, mais qui aurait pu tomber dessus. Donc ça, on est responsable de cette sécurité-là. Et on a été condamné pour ça. Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, quand on a 15 000 personnes dans un stade, un dimanche sur deux, vous ne pouvez malheureusement pas éviter qu'il y ait de temps en temps un idiot plus ou moins bourré, plus ou moins excité, qui fasse des bêtises. Il faut essayer de le limiter, de le contenir le plus possible. Premier point. Deuxième point, il faut faire preuve d'une grande sévérité. Raison pour laquelle on a porté plainte contre le supporter en question et qu'on a donc interdit de stade pour les prochains mois. Et là, vous avez vu qu'au dernier match de Pau, il y a de nouveau quelques incidents. J'essaye de savoir exactement ce qui s'est passé, parce que c'est très compliqué de savoir où est la responsabilité. Et moi, je ne veux pas non plus que systématiquement on stigmatise l'USAP. C'est-à-dire, autant je suis sensible à ce que ça ne devienne pas le Marseille du rugby, mais autant je ne veux pas non plus qu'on nous accuse aussi de n'importe quoi. Surtout quand on fait l'objet de véritables provocations. Ce qui, à mon avis, a été le cas, au moins sur deux de nos derniers matchs. Donc là, il faut. Par contre, si à l'arrivée, il y a quelques brebis galeuses, entre guillemets, et de supporters qui ne se comportent pas bien, et bien ces supporters-là, vous voulez que je vous dise, ils n'ont rien à faire dans un stade de rugby. Basta. Parce que n'oubliez jamais une chose, c'est qu'il y a des gamins qui viennent, que le rugby maintenant est un sport qui a beaucoup changé, parce qu'on accueille les familles. Il y a 50 ans, c'était nos papas qui venaient avec le béret, voilà, pour passer un truc entre potes. Maintenant, c'est fini. C'est un sport de famille, le rugby. Donc il y a des mamans, il y a des enfants, il y a des petits frères, des petites sœurs qui sont là. Et on ne peut pas accepter que ce soit débordé d'injures et autres. D'autant plus qu'à l'arrivée, je conclue là-dessus, c'est très très peu d'individus. Donc raison de plus pour les identifier, les virer du stade et de nos stades, et de régler le problème. Et toujours en permanence, mais là aussi c'est une forme de rocher de Sisyphe, hein. En permanence, il faut remettre le métier sur l'ouvrage. Justement, on a vu ces débordements à Pau, et bon, il y a des témoignages qui disent que c'est des supporters de Pau qui auraient provoqué justement les supporters de l'USAP, mais pourtant, on voit quand même que l'USAP est quand même stigmatisé. Est-ce que vous avez ce sentiment un petit peu que l'USAP est constamment ce club dénigré à l'échelle nationale ou pas forcément? Alors, constamment, non, premièrement. Deuxièmement, je ne veux pas rentrer dans une espèce de maladie de la persécution, parce que vous voulez que je vous dise, moi je recevais encore cette nuit des SMS, parce qu'il y a eu un article sur je ne sais plus quel, le Canard, un peu contre les supporters de l'USAP. On en veut à l'USAP. Parce que si on rentre dans cette espèce de maladie de la persécution, on ne s'en sort pas. La vérité vraie, c'est que je pense que l'USAP est un club qui déplaît à quelques-uns. Pourquoi ? Parce qu'on a le public le plus objectivement qui se déplace le plus. Ouais. Et ça, quand à Oyonnax, quand même au fin fond du schmilblick, hein, vous avez 800 à 1000 supporters qui débarquent, je pense qu'à Oyonnax, ils ont eu du mal à s'en remettre, quoi, parce que ça crée vraiment des événements. Et donc de la jalousie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, à contrario de ce que vous dites, oui, il y a des gens qui critiquent, à tort ou à raison, quand l'USAP est pris dans un contexte un peu d'un, mais à contrario, moi, le nombre de SMS que j'ai reçus depuis quelques semaines sur les performances de l'USAP, tous mes copains à Paris, mais ils étaient tous derrière l'USAP. Vous voyez, bon, c'est pour ça qu'il faut, je pense, raison garder. On doit accepter la critique, surtout quand on est responsable d'une partie de la critique, et on doit régler la cause des problèmes qu'il y a eu. Parce que d'un côté, il y a une critique un peu du supporter, mais c'est vrai qu'on a quand même, on voit un peu ce petit poussé qui fait, qui enchaîne des victoires. Ouais, je pense notamment, vous avez un
indicateur qui me paraît intéressant, qui est le Canal Rugby Club, où je trouve qu'il y a 2-3 ans, on était plutôt un peu toujours... bon. Et cette année, c'était devenu l'équipe qui monte, quoi. Il y a une cote d'amour. Donc voilà, donc il ne faut pas se laisser bouffer, entre guillemets, par les débordements qu'il y a eu. Si ces débordements des supporters USAP sont concernés par ça, je vais régler ces sujets-là tout de suite, pour qu'on ne redémarre pas la saison sur ces bases-là. Puis deuxièmement, oui, je pense que l'USAP est redevenu un club qui est craint, à tous les sens du terme. Voilà, mais par exemple, moi je trouve que j'étais à Montpellier, on a été sanctionné, oui, on a lancé un ou deux fumigènes, et ça on n'a pas le droit de le faire, donc on a été sanctionné. Par contre, à côté de ça, je peux vous dire qu'il y avait une ambiance à Montpellier, mais qui était juste un truc de malade mental, de fou, quoi. Moi j'ai adoré l'ambiance. Donc il faut arriver, et c'est pas simple, à trouver le bon équilibre entre une ambiance de dingue, c'était le cas à Montpellier, et en même temps faire en sorte que ça ne déborde pas. Voilà. Donc il faut le régler dans la gestion du stade, dans plein de petits sujets. Le lycée Mayol est conventionné avec l'USAP. Vous pensez que cet investissement dans les jeunes espoirs est une stratégie essentielle pour le club? Je ne pense pas, j'en suis absolument certain. Et La convaincu. formation des jeunes espoirs. Ouais, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a besoin de former des jeunes. Deux, on a besoin de garder les jeunes formés au pays. Et vous voyez, par exemple, il y a d'autres collèges ou lycées dans lesquels les options rugby ont un peu baissé en intensité. Et je le suis de très très près. Parce que là aussi, il y a un sujet d'encadrement et de bénévoles. Toujours pareil. Mais moi, je le regarde de très près parce que c'est essentiel. Parce que, il faut que les jeunes qui ont envie de faire du rugby, ils puissent faire du rugby à Perpignan. Sinon, ils vont se barrer. Ils vont se barrer à Montpellier ou à Toulouse, un coup. Donc non, il faut qu'ils restent ici, premièrement. Deuxièmement, comme je dis toujours, ça peut paraître un peu naïf, mais c'est sincère, il vaut mieux que à la génération de certains, ils s'occupent à jouer au rugby qu'à brûler des bagnoles ou à faire de la PlayStation à la maison. Donc tout ça, c'est du bon business, hein, bref. C'est du bon business. Donc oui, ce qu'on fait à Mayol, c'est très bien, c'est novateur. Et moi, je tiens beaucoup à ce qu'on continue à le développer sur d'autres lycées de la région, publics et privés, parce que c'est très important. Je pense même que c'est fondamental. Surtout que ça fonctionne. On voit Posso Tulagi, Maxime Ben oui. Graney, c'est des choses qui ont marché. Ben oui, ça fonctionne. Et puis, je vous dis, puis c'est un moyen d'aider aussi les parents. Puis, n'oublions jamais une chose, que quand même, c'est pour ça que tout est lié, notamment par rapport au rôle des supporters. N'oubliez pas une chose, c'est que sur l'éducation, je pense que c'est les règles simples, le rugby, de respect de l'arbitre, de discipline, d'écoute des encadrants, de gagne, d'avoir envie de marquer, de réussir. Donc je pense que tout ça, c'est des bons tempos. Et donc ça me paraît tout à fait indispensable que cette convention avec lycée Mayol, elle soit même développée. Ça fera plaisir aux jeunes de la section. Ouais, mais je pense, et vous savez, moi je dis toujours que si on peut vous aider, Aimé Giral, alors un peu moins depuis quelques temps, parce que ça fait 8 matchs qu'on est à guichet fermé, mais c'est pas toujours le cas, et quand on a des places vides, si je peux vous aider de manière ou d'une autre, vous aurez toujours une écoute très attentive, comme vous le voyez aujourd'hui dans ce bureau. Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez bâtir notre pays de demain. Et c'est pas des choses en l'air, ce que je vous dis. Moi, il faut bien comprendre, et la conclusion peut peut-être être l'introduction. Mon père était médecin généraliste. Je suis d'une vieille famille, mais je suis une famille assez modeste. Là, on a fait l'héritage de ma mère puis de mon père, parce que les deux sont décédés maintenant. Et ce pas des gens riches, ils n'ont jamais payé l'ISF. Donc moi, je sais exactement d'où je viens. Par contre, vous voulez que je vous dise une chose, je me suis toujours passionné pour ce que je faisais. Et je voulais changer le monde. Et ça n'a pas changé. Je voulais refaire le monde, je voulais créer le monde. Et il faut que vous, votre génération, vous y croyez. Or, parfois, le monde est ainsi fait qu'il a tendance à vous en dégoûter. Ce qui, moi, m'agace beaucoup quand on est dans un contexte qui est pas toujours en faveur des actions que vous pouvez mettre en place. Alors, on avait une question un peu plus salaire. Être président de l'USAP, ça gagne combien? Est-ce que vous investissez énormément? Alors, c'est très simple, ça gagne énormément en affectif, en amitié, comme ce matin,
ça ne gagne pas un rond, cher ami. Donc, il faut savoir une chose, c'est que j'ai mis 20 millions à l'USAP, je n'en ai pas récupéré la queue d'1 euro. Donc, c'est pour ça que... Mais moi, et là, on revient toujours à un parcours de vie. Moi, comme je le disais tout à l'heure, mes parents ne payaient pas l'ISF. Donc, je sais exactement d'où je viens. J'ai la chance d'avoir vendu mes sociétés pour des montants considérables, qui sont sur Wikipédia, hein, donc il n'y a pas de secret. Et donc, mes 4 enfants, ils vont partir dans la vie tous en étant très chanceux, parce qu'ils auront tous au minimum une maison, un appart, une voiture, un peu d'argent. Bon. Donc moi qu'à côté de ça, j'en mette dans le rugby, parce que c'est ma façon à moi de me sentir utile. C'est votre plaisir personnel. Yes. Et puis vous voulez que je vous dise, j'ai 60 ans, donc je vous l'ai dit, j'ai fait mourir il y a quelques années. Et donc je pense que tout ça, c'est une forme d'équilibre aussi. Donc en bref, par exemple pour ma succession à l'USAP, parce qu'elle arrivera un jour, dans 50 ans, 100 ans, mais de récupérer les sous que j'ai mis, ça ne sera absolument pas mon obsession. Mon obsession, ça sera de faire un tour de table pour l'USAP, de gens qui aiment le pays, comme je vous l'ai dit, qui aiment le rugby, qui sont prêts chacun à consacrer des efforts à l'USAP. C'est ça qui me semblera le plus important. Puis ailleurs. Mais alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc là aussi, il faut parler très prudemment quand on dit les choses. Parce que j'ai la chance de pouvoir le faire et il ne faut pas que ça puisse apparaître comme une forme de provocation pour ceux qui n'ont pas cette chance-là. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être très, très vigilant sur le truc, que chacun ne le prenne pas comme une forme de dire, bah tiens, Rivière. Non, non. Moi, il se trouve que oui, j'ai des sociétés qui ont très bien marché. Peut-être parce que j'ai juste travaillé 16 heures sur 24 pendant 25 ans. Peut-être parce que j'ai eu de la chance dans des business qui marchaient bien. Et que moi, effectivement, j'ai décidé d'en redonner une partie. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est mon bon plaisir, parce que c'est intelligent. Tout le monde ne peut pas le faire non plus. Donc, il ne faut pas... Je ne dis pas ce que je fais comme une espèce d'exemple, pas du tout. C'est juste mon vécu, et qui, par contre, est assez en cohérence, je crois, par rapport à une forme de fidélité et de constance dans le travail. Et sur le fait que vous restiez au pays et que vous vous battiez pour le pays. D'ailleurs, vous avez évoqué à plusieurs reprises cet accident, l'accident qui a dû vous marquer. Qu'est-ce que vous en avez tiré personnellement et professionnellement? Est-ce que ça a eu une influence? Et comment est-ce que vous avez réussi à vous relever d'un tel accident? Alors là, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse une émission qui serait consacrée qu'à ça. Parce qu'il y a de quoi en parler pendant une heure. En quelques mots, moi, effectivement, mon accident, c'est une histoire de dingue. Il faut se souvenir que c'est le jour de l'enterrement de ma mère. Donc, le seul souvenir que j'ai d'avant mon accident, c'est ma mère dans son cercueil. Mon père l'embrasser sur le front et lui dire « à bientôt Suzanne ». Et ça m'avait fait rire, parce que c'était des couples d'autrefois, ils étaient depuis 60 ans ensemble, qui avaient passé 60 ans à s'engueuler. Et je m'étais dit « oh mais papa, non, laisse maman tranquille maintenant, elle est partie voyager, donc laisse-la voyager ». Donc déjà, les circonstances que ça se passe le jour de l'enterrement de ma mère, c'est quand même spéco. Deuxième sujet, je ne monte jamais sur un manège. Je déteste ça. Je déteste ça. Les seuls manèges que je monte, c'est à Disney, parce que je vais sur les petites barques, là, The Smallest World, là, parce que les trucs, voilà. Mais moi, tous les trucs, je déteste ça. Je suis très trouillard, donc je déteste ça. Donc, je ne vais jamais sur un manège. Et tous les témoins me disent que ce jour-là, j'étais obsessionnel sur le fait de monter sur ce manège-là, qui était devant le restaurant où on faisait les réceptions d'après-enterrement. Deuxième point, quand même très étonnant. À tel point que le restaurateur nous a offert des tickets, il n'y en avait pas assez, je suis allé en acheter d'autres, pour que ma famille et mes amis puissent tous monter sur le manège. Parce que vous ne vous rappelez pas de ce qui s'est passé. Et non, D'accord. non, ça m'a été raconté. Ouais. Donc c'est quand même une histoire de dingue. Non, on pourra faire cette histoire, c'est vrai que ça Ensuite, mais l'autre jour j'étais à Montpellier, où on me remettait un prix du manager de je sais pas quoi au niveau de la région, et une journaliste m'a posé la question devant tout l'auditorium sur mon accident. Et je pense que les personnes étaient plus intéressées par ce que je racontais que par la remise des prix. J'en étais presque gêné. Parce que notamment, la personne disait « Et votre coma ?» J'ai dit « Mais écoutez, le coma, vous voulez que je vous dise, c'était une période super agréable. »
Parce que quand on est dans le coma, on ne souffre pas du tout. Tu n'as aucune douleur, puisque tu dors. Et en fait, on dort en faisant des rêves. Et on a un cerveau qui est mine de rien, très intelligent, qui vous rassure par rapport à ce que vous vivez. Moi, mon état était tellement grave qu'on m'a transporté dans 3 hôpitaux différents. Premièrement, l'hôpital de Narbonne, puis j'ai été évacué dans un premier hôpital à Montpellier, puis un deuxième hôpital. Donc j'ai fait 3 hôpitaux. Eh bien, vous me croirez ou pas, mais mon cerveau m'expliquait à chaque transfert en ambulance que je m'installais dans un endroit où j'avais été heureux dans ma vie. Par exemple, j'ai toujours été un dingue de Londres, des Antilles, parce que j'aime beaucoup les Antilles, et de la Corse et d'Ajaccio. Le premier hôpital dans lequel j'ai été installé, je rêvais que je m'installais en Corse à Ajaccio. Parce que mon cerveau cherchait à me rassurer. Ensuite, quand j'ai été transféré dans un deuxième hôpital, mon cerveau m'a expliqué que je m'installais à Londres, dans une très belle villa qui d'ailleurs était équipée pour mon état de santé. Donc mon cerveau me passait les infos quand même. Mais tout ça pour me rassurer. Ce qui fait que Jean d'Ormesson disait à l'époque qu'il pensait que ce qui était dur dans la mort, c'était la souffrance, mais que le passage n'était pas si difficile que ça. Et moi, j'en suis absolument convaincu. Je pense que le jour où on s'en va, c'est pas le plus dur. Et d'ailleurs, moi maintenant, depuis mon accident, j'ai peur de la souffrance. J'ai pas peur de la mort. J'ai peur de la souffrance. Oui, quand je vois des amis qui ont des très graves maladies, qui en bavent, des ronds de jambes, oui, moi j'ai peur de ça pour mes proches, pour moi-même. Et donc, et c'est pour ça que je vous dis, sur ce qui s'est passé de mon accident, il faudra en faire une émission que là-dessus. Et autre chose, moi, toute ma vie a changé de A à Z. Mais vous le croyez ça? Ma vie a changé de A à Z. Dans mes associés, je me suis séparé de mes associés à ce moment-là, parce que j'ai voulu, sur Paris et sur Perpignan, j'ai voulu changer mes équipes. Au niveau même des administrateurs de l'USAP. Au niveau personnel, j'ai divorcé. Plutôt, mon ex-femme a divorcé de moi. On a divorcé. Donc, moi, toute ma vie a changé de A à Z. Et alors, pour répondre à votre question, oui, effectivement, on ne peut pas ne pas voir la vie un peu différemment. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est qu'après, au bout de 3 semaines, un mois de coma profond, j'étais transféré dans un centre pour handicapés, pour accidentés de la route, qui était à Cerbère. Et là, j'étais dans un petit fauteuil, parce que je ne marchais plus. Et j'avais dit, je me souviens à mon ex-femme à l'époque, écoute, est-ce que c'est vraiment besoin que je sois resté dans cet état? Pas vraiment utile que je vive. Elle m'a dit, mais François, c'est pour ça que tu remarqueras qu'il n'y a pas de poignée aux fenêtres, pour que les malades ne puissent pas sauter. Je m'étais dit ambiance. Et d'ailleurs, au bout de 15 jours, 3 semaines, j'étais très très bien soigné. J'ai signé des décharges à tout le monde et j'ai dit, je rentre à Perpignan. Et j'ai appelé le médecin de l'USAP, qui était à Presport, le docteur Fournolz, et je lui ai dit, écoute Christian, ma fille se marie au mois de juillet, on était là en février, je ne veux pas lui faire la tristesse de sa vie, de l'amener à l'église en fauteuil roulant. Donc tu as 3 mois pour me remettre sur pied. Et je suis allé faire de la kiné matin, midi et soir, ainsi qu'une partie de la nuit pendant 3 mois. Et j'ai appris à respirer, parce que j'avais un petit respirateur au début, ça on me l'avait enlevé. Puis parce qu'on m'a enlevé une partie du poumon, enfin bon bref, j'ai eu pas mal de... Là on m'a tout refait ici. Et puis j'ai appris à marcher, à lever les bras, alors maintenant je le lève jusque-là. Et voilà, donc une fois de plus, c'était une histoire de travail et de s'en sortir. Et on rejoint l'USAP, parce que c'est quand même un peu l'USAP qui m'a sauvé la vie, puisque c'est par les médecins de l'USAP que je m'en suis sorti. Parce qu'ici, l'avantage qu'il y a, c'est qu'à l'USAP, il y a une espèce d'hôpital permanent. Parce que j'ai 4 kinés, 4 préparateurs physiques, et je pense qu'un des premiers malades de l'USAP, c'est le président. Et quand même, quand c'est le président qui les appelle, même si au milieu de la nuit, il décroche. Donc oui, comme quoi, vous voyez, la vie, c'est curieux. Une petite dernière question pour la jeunesse. Vous avez maintenant 60 ans. Avec tout ce que vous avez accompli, quel conseil vous donneriez à un jeune ambitieux? L'ambition, y croire et travailler. Et pas penser qu'on est plus petit, plus grand, plus gros, plus moche, plus con. C'est que des bêtises. La France, et ça c'est un peu ce
ce qui m'épate le plus, moi je trouve, notamment par les temps qui courent, cette espèce de bashing anti-français permanent qu'il y a dans d'autres pays. Moi, je suis l'exemple même de quelqu'un qui a quand même très très bien réussi, pour pas dire a fait un peu fortune, en étant parti de rien. Donc ça montre que c'est possible en France. Quand on est dans un pays, on dit qu'à l'étranger, il y a des paradis fiscaux. Bon, moi, j'ai toujours payé mes impôts en France, j'en suis toujours très bien comporté, et il n'y a pas de sujet. Donc, moi, je pense que, il faut y croire, et il faut y croire en soi-même. Or, le système, il est souvent fait pour te mettre la tête sous l'eau, pour pas que tu crois en toi-même. Et ça, la connerie, elle est là. Et moi, je pense qu'il faut que vous y croyez. Tout à l'heure, je me moquais très très gentiment de vous, parce que vous aviez un physique un peu plus petit. Mais vous pourriez quand même jouer au rugby. Vous pourriez quand même jouer au rugby. Alors, regarde, au rugby, tu as des demi de mêlée, des demi d'ouverture, qui font 1m75. Bon, donc, c'est pas le bout du monde. Si demain matin, donc, vous voulez jouer au rugby, vous pouvez très bien réussir au rugby. Et c'est pas parce que vos collègues, eux, ils seront piliers gauche et piliers droit, il me faudra quand même un demi de mêlée, un demi d'ouverture. Donc, On va se lancer au rugby. je pense que le plus important, vous voulez que je vous dise, le plus important, c'est d'y croire. Et moi, je me souviens quand même d'un truc. C'est que mes parents, et ma mère en particulier, elle croyait en nous. Vous savez que c'est un truc de dingue. Ma mère, elle me disait, mais oui, fais-le. Mais oui, vas-y. Et elle nous poussait avec mon frère, elle nous poussait beaucoup. Et moi, je pense que pour vous, vraiment, et dans ce bureau, vous pouvez passer le message que chacun de vos collègues, peut-être pas tous les jours, hein, mais sachez que vous avez vu, vous tapez à la porte, vous pourrez rentrer dans ce bureau et vous aurez une écoute. Parce que pour vous motiver, pour dire, mais c'est possible en France. Et moi, je suis... Alors maintenant, votre génération, c'est la mondialisation. On va faire, moi je vois mes propres enfants, j'ai 4 enfants. Il faut faire des études au Mexique, en Angleterre, aux États-Unis. Et quand je lui dis, mais peut-être tu pourrais faire des études à Toulouse, il me prend pour un dingue. Il me dit, à Toulouse? Je dis, ben oui, moi j'ai fait à Toulouse et ça a très très bien marché. Donc on n'est pas obligé non plus de faire des études à Londres ou à New York. Bon. Et le sujet, il est là. En fait, c'est que vous ayez des parents, une famille, un entourage. Alors aussi, les familles ont parfois un peu éclaté par rapport à ma génération. Mais n'empêche que vous ayez du monde qui vous soutienne derrière vous. Voilà. Et même, et tu verras qu'au rugby, en demi-mêlée ou en demi-ouverture, tu as peut-être un avenir extraordinaire. Tu seras le Dupont de l'équipe de France dans quelques années. Donc si tu y crois pas, ça ne se fera jamais. Hein. Bon. Et s'il faut, quand tu seras le Dupont, eux, ils pleureront à côté. Ils diront, non mais c'est pas possible. Ben voilà. Tout simplement parce que Rivière me l'avait dit. Allez, génial les garçons. C'était excellent. Merci.